Merci à tous d'être venus, d'être présents pour ce premier débat public du cycle de l'Institut Palladio consacré au zéro artificialisation nette. Alors d'abord, je voudrais préciser que ce débat n'est pas diffusé en direct. En revanche, comme vous le voyez, il y a une captation et on fera un replay qu'on diffusera comme il se doit sur la chaîne YouTube de la Fondation Palladio, en lui donnant le plus d'écho et d'impact possible. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notamment les auditeurs du cycle qui sont présentés ici assez nombreux, le cycle de cette année a pour fil rouge réconcilier la ville avec la nature. Donc c'était quand même assez naturel que le premier débat public porte sur cette question du ZAN, pour reprendre l'acronyme consacré, puisque cette nouvelle politique publique, qui d'ailleurs est nouvelle et pas si nouvelle que ça, parce qu'elle est en continuité de vieux principes d'aménagement du territoire, cette nouvelle règle d'aménagement du territoire aussi, ou on pourrait dire durcissement, enfin c'est tout un lexique qui mérite d'ailleurs d'être discuté, est au carrefour d'un bon nombre de sujets qui relient les problématiques urbaines et la question de la nature. Ça coche beaucoup de cases, comme on dit, puisque c'est à la fois... les objectifs sont à la fois de l'ordre de la préservation de la biodiversité, de la réduction de l'empreinte carbone, de l'adaptation, de la capacité d'adaptation de nos territoires au dérèglement climatique, notamment pour ce que ça permet de faire sur le cycle de l'eau. Donc on a beaucoup et bien sûr de la question, même si c'est plus indirect, de l'agriculture et de l'alimentation. Donc on sans même parler de la santé et du bien-être. Donc on est vraiment avec cette affaire à la convergence d'un bon nombre d'objectifs d'intérêt général. Et donc en faire le thème du premier débat public de notre cycle consacré à la réconciliation de la ville avec la nature était assez naturel. Alors je voudrais dire que pour ce débat, on a la chance d'avoir un panel formidable. Et ce panel, c'est l'État, la maire et le promoteur. On dirait le titre d'un film d'Éric Rohmer. Ce qui est, et je suis sûr qu'on sera à la hauteur des dialogues d'Éric Rohmer. Non, on va faire même beaucoup mieux, je pense, et beaucoup plus vivant. On a donc pour l'État, en fait, avec Pauline, Pauline Viraud, qui est là pour représenter, Jean-Baptiste Butlen, qui est le sous-directeur de l'aménagement durable. Et en gros, c'est l'équipe qui a rédigé le texte de la loi climat et résilience, j'imagine. Qui tenait la plume, quoi, en quelque sorte. Donc, vous représentez ici même, à vous toute seule. Pour le moment, Jean-Baptiste devant nous rejoindre, parce qu'il est actuellement dans une réunion interministérielle qui devrait se terminer à 18h. Donc, espérons qu'il arrive avant la fin du débat. Vous représentez l'État. Anne Vigneault, qui est la maire de Besançon et la présidente de l'agglomération de Besançon, nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir pour nous parler de la façon dont cette politique publique est mise en œuvre, discutée dans sa ville, mais dans son agglomération, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, de la façon dont elle perçoit les débats à l'échelle régionale pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis enfin, avec Diego Harari, directeur de la prospective et du développement durable de Vinci Immobilier, on a un promoteur particulièrement engagé qui, en quelque sorte, s'est emparé de cette nouvelle politique publique pour en faire un élément différenciant et de façon assez radicale. Donc merci à vous trois d'avoir accepté le principe de ce débat. Alors, de façon inhabituelle, j'aurais commencé par prendre 5 minutes avant qu'on entame le débat pour demander à notre public si certains d'entre vous
sont venus avec des questions dès maintenant. On réservera un temps pour les questions à la fin du débat, mais dès maintenant, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà des questions, de façon à ce qu'on les entende et qu'on les intègre dans le débat, ce qui, je pense, sera tout à fait possible dans le dialogue avec nos panélistes. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des... Voilà. Ah, très bien. Je me doutais qu'il y en aurait dès le départ. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bruno Filippi, développement Immo Mousquetaire. Donc, on fait du développement commercial. Donc, ma question portera sur les mesures compensatoires dans le cadre du ZAN. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On a affaire à un public de professionnels. Je suis sûr que vous en avez plein des questions, mais vous n'osez pas les poser. C'est pas grave, on a une, c'est déjà bien. Ça viendra dans la suite du débat. Alors, pour commencer, chère Pauline, est-ce que vous voulez bien documenter le débat? Et en commençant par préciser les intentions, le dispositif de la loi et où nous en sommes aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Il faut que j'apprenne à utiliser cette magnifique... voilà. Donc le zéro artificialisation nette des sols. C'est un, on va dire un grand défi, comme le disait Pierre, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions. Et avant d'entrer dans le débat, c'est déjà se poser pourquoi parle-t-on d'artificialisation des sols et pourquoi lutter contre l'artificialisation des sols aujourd'hui. Tout d'abord, c'est parce qu'on est face à une artificialisation des sols qui s'intensifie fortement, avec 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont consommés chaque année en France, soit 240 000 hectares sur une décennie. Et ça équivaudrait à 5 terrains de football qui seraient consommés d'espaces naturels, agricoles et forestiers consommés par heure, ce qui est énorme, alors que la population n'évolue pas autant que cette artificialisation. Donc il y a vraiment urgence à agir, et également sur le contexte actuel qui s'intensifie en termes de crise que l'on connaît tous et qui nécessite qu'on change de paradigme et qu'on apprenne à vivre et à aménager notre territoire autrement. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que tous les territoires sont concernés, donc, et en majorité les secteurs qui sont denses et peu denses, et pour lesquels l'artificialisation des sols se déploie de manière beaucoup plus rapide que sur les autres, notamment parce qu'il y a une pression foncière qui est beaucoup moins forte et qui permet d'aménager le territoire de manière plus facile avec moins de contraintes. Donc l'artificialisation des sols, c'est avant tout une altération de la valeur écologique d'un sol et de sa valeur agronomique. Donc le fait qu'on ne peut plus ensuite la remettre en nature. Et donc c'est la question de pouvoir préserver et de qualifier les différents sols sur lesquels le territoire national est déployé pour identifier les enjeux de ce foncier et de développer des territoires de projet qui sont en accord avec la nature de ces sols. Donc il y a plusieurs objectifs. C'est tout d'abord un objectif écologique pour capter le carbone, la biodiversité, mais également un objectif socio-économique, puisque aujourd'hui on est face à un éloignement entre l'habitat et les transports et les activités, qui fait qu'on a une facture énergétique de plus en plus importante pour les ménages. Donc on peut voir que le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir reconstruire la ville sur la ville, et donc de pouvoir davantage travailler sur les friches et recycler les friches. Donc aujourd'hui, on a 150 000 hectares de friches en France qui attendent d'avoir un nouvel avenir et d'être réinvestis. Il y a 1,3 million de locaux vacants. Donc on a également un certain nombre d'habitations qui sont laissées vacantes, notamment dans des centres-villes de petites collectivités, et qui sont mis en concurrence avec un certain nombre de lotissements. Donc il y a un fort enjeu de pouvoir retrouver des usages à ces habitations vacantes et ces constructions vacantes, même si on sait que c'est beaucoup plus complexe de réhabiliter que de construire du neuf sur un terrain tout frais. Et il y a également une grande appétence aussi des Français. 92% des Français estiment qu'il n'y a pas assez de nature en ville, donc aussi nécessité de réinterroger notre cadre de vie
et de développer autrement notre territoire en travaillant la ville sur la ville et de s'appuyer justement sur l'ensemble des professionnels que vous êtes et de l'ingénierie locale et territoriale qui existe. Ensuite, je vais vous définir un peu aussi ce qu'est cette loi climat et résilience et comment on calcule l'artificialisation des sols, parce que c'est quelque chose qui reste quand même très techno et peu accessible, enfin qui reste encore très débattu avec l'ensemble des associations de collectivités et nos partenaires institutionnels. Donc il y a 2 grandes mesures à avoir en tête. Donc la première, c'est une première étape d'ici 2031 qui a pour objectif de réduire de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est on va dire une mesure connue de tous et qui est la création d'extensions effectives d'espaces urbanisés en dehors donc, de l'espace déjà urbanisé. Et ensuite, il y a une deuxième échéance qui est à compter de 2031 jusqu'à 2050 d'atteindre un zéro artificialisation nette des sols, qui pour le coup est une nouvelle définition dans le code et qui implique d'avoir une nomenclature qui a permis de hiérarchiser et de caractériser chaque surface artificialisée ou non artificialisée en fonction de son usage et qui permet ainsi d'avoir une cartographie à 2024, puisqu'aujourd'hui on a l'OCHGE qui est en cours de déploiement par l'IGN pour donner une cartographie à l'instant T de l'artificialisation de nos sols et de permettre de mesurer la manière dont on artificialise au fur et à mesure. Donc il y aura une capacité de artificialiser des parties et de renaturer d'autres en permettant de pouvoir retrouver et de faire un calcul entre ce qui est réellement artificialisé de ce qui sera désartificialisé pour avoir un calcul d'artificialisation nette. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à zéro artificialisation nette des sols en 2050 et donc d'avoir tout un système de réduire, compenser notre impact écologique et agronomique sur les sols. Ensuite, il y a toute la question d'encadrer, comment on va déjà donner nos objectifs. Donc aujourd'hui, la territorialisation de l'artificialisation des sols, de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, elle est encadrée en premier lieu par les schémas régionaux, donc qui sont les chefs de filât qui vont donner les grandes lignes par région de leur caractère et critères de territorialisation qu'ils vont retenir pour leur région. D'ici février 2024, il est attendu que ces schémas régionaux soient finalisés et présentés. Et ils sont en cours, donc les réflexions sont en cours. Il y a eu une conférence des SCOT, donc avec l'ensemble des partenaires du territoire qui ont travaillé ensemble pour apporter leurs réflexions sur ces critères de territorialisation au regard des spécificités de chacun, et qui a été rendue en octobre 2022 pour justement définir le projet de chaque région et aider à la définition de ce projet. Et ensuite, cette territorialisation, ces grands principes dans lesquels on aura donné on va dire des cibles pour chaque territoire de projet, donc qui sont les SCOT et les PLU. Chaque document infrarégionaux vont être mis à jour pour intégrer cette trajectoire de sobriété foncière à échéance 2026 et 2027. Donc, le SRADET, comme je vous dis, il y a des critères qui ont été définis dans un décret qui donne un peu les grandes lignes de ce qui peut être retenu, mais il y a également des propositions qui peuvent être apportées par les régions. Donc, en premier lieu, la dynamique démographique et économique qui sont prévisibles. Donc, il y a aussi bien prendre en compte à quel endroit on accueille plus d'habitants, la polarité de l'équilibre territorial aussi de ces territoires. Donc, vraiment identifier les grands axes, les grandes centralités, etc., qui permettent de relier travail et habitat. Il y a également toute la question du potentiel foncier mobilisable. Donc aujourd'hui, il y a quand même un gros travail qui est demandé, notamment par l'État, d'identifier les espaces vacants, les friches, enfin tout le potentiel qu'aujourd'hui on pourrait utiliser pour déployer des projets. Et également, inversement, tous les enjeux de préservation, de restauration, des continuités écologiques, des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour justement leur donner d'autant plus de valeur par une remise en lien et bref. Et après, on a tout un jeu de fascicules des règles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très, très techno. Et ensuite, tout le travail sur lequel on agit aujourd'hui aussi, c'est accompagner. Donc, déjà, identifier et conforter l'ingénierie territoriale avec l'ensemble des stations publiques foncières, des stations publiques fonciers locaux
qui sont là pour aider notamment dans la mobilisation des friches industrielles, des friches foncières et les logements vacants pour porter ce type de foncier et permettre de préparer des projets, aider à l'ingénierie et à la préparation de projets d'envergure, également les 50 agences d'urbanisme et l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, avec un certain nombre de programmes qui permettent de définir, d'avoir des études pour revitaliser les centres-villes. On a aussi des dispositifs contractuels qui sont mis en place, mais également tout un fonds vert. Donc aujourd'hui, le grand plan qui a été lancé, c'est le fonds vert, 10 fonds verts qui s'appellent aussi Fonds d'accélération de la transition écologique, 2 milliards qui ont été débloqués pour permettre de booster tous les projets en faveur de la transition écologique et qui est un fonds... des projets territoriaux en faveur de la transition écologique. Territoriaux, parce que c'est déconcentré à l'échelle de chaque département. Et aujourd'hui, ce qui est important à avoir aussi en tête, c'est que c'est une loi qui a été édifiée en 2021, avec des décrets de mise en œuvre courant 2022 et qui continue à porter dans le débat, donc à interroger sur des prises en compte, notamment qu'est-ce que la consommation d'espaces agricoles et forestiers, donc en fonction des régions, des territoires, pas exactement la même manière de le prendre en compte. On peut par exemple penser à tout ce qui est bâtiment agricole, qui n'est pas comptabilisé alors que ça a quand même un certain impact. La question de l'artificialisation et de la nomenclature, puisque on a une nomenclature aujourd'hui qui est définie, mais qui peut, notamment sur la rubrique 5 et les espaces végétalisés, qui pose question, puisque en fonction de la manière dont on les prend en compte, on peut pousser ou pas à la densification, à la renaturation. Donc ça reste encore des débats qui sont très vivants. Et la question de tous les projets d'envergure nationale qui sont des projets qui sont portés par des territoires, donc dans le cadre de la territorialisation, quand on donne un plafond à chaque région et qui pose question de la manière dont on les intègre dans l'effort de chaque territoire. Et donc ça reste un sujet de débat et donc important d'entendre aussi comment chacun s'empare du sujet. J'ai fini la présentation, le décryptage très rapide de la loi. J'espère que c'était pas trop obscur pour vous tous, que nous on n'a pas toujours la... Non, c'était très clair. Merci beaucoup, Pauline. Moi, j'ai vu deux choses qui ont été dites d'ailleurs par la Première ministre cet automne. Là, premièrement, on met vous l'évoquiez à l'instant, les grands projets de niveau national ne s'imputeront pas en quelque sorte sur le calcul qui s'applique aux différents territoires. Ça sera comptabilisé au niveau national. Donc ça, c'est un premier point. C'était apparemment une grande inquiétude. Et puis, qu'est-ce que c'était le deuxième point qui a été souligné par la Première ministre? Oui, c'est ça. Voilà, comment faire? Alors ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y avait des demandes qui semblaient un peu déraisonnables, si j'ai bien compris, d'avoir une espèce de forfait d'artificialisation pour les communes rurales. Et vers quoi est-ce qu'on s'oriente maintenant? Alors déjà bonjour à tous, désolé de mon retard, mais Pauline, évidemment... Merci d'arriver à la sortie d'une réunion interministérielle à Matignon, c'est plutôt nous qui vous remercions. Bon, je suis sûr qu'en tout cas, Pauline a présenté très très bien la réforme. Donc effectivement, c'est une réforme qui, parce qu'elle est ambitieuse, suscite un vif intérêt des territoires, on va dire. Et à l'installation de la nouvelle mandature, les ministres nouvellement en place ont souhaité organiser un échange avec les associations nationales de collectivités, mais également avec les parlementaires, députés et sénateurs. Et à l'issue de ce cycle de négociations, la Première ministre a indiqué les pistes d'évolution qui lui semblaient, en tout cas, de bonne administration vue de Matignon, sans préjudice, bien sûr, de ce qui pourra être proposé par les députés et par les sénateurs. Et d'ailleurs, on sait qu'une proposition de loi a été déposée par le Sénat le 14 décembre dernier. Donc, pour répondre à votre question, il y a quand même une série d'annonces qui a été formulée par la Première ministre. Bon, la première d'entre elles étant que, de son point de vue, la réforme de sobriété foncière était une bonne réforme. Donc les objectifs en tant que tels étaient partagés par tous. Et a-t-elle ajouté, les échéances également devaient être tenues, ce qui déjà en termes d'ambition et de calendrier était une première confirmation attendue par une partie des parties prenantes. Dans le même temps, elle a indiqué que
Elle était également très attachée à l'architecture de déclinaison territoriale que Pauline a dû vous présenter, c'est-à-dire une déclinaison à travers la hiérarchie des normes, passant par une territorialisation à travers les schémas régionaux et ensuite au niveau des documents d'urbanisme, code puis PLU. Mais qu'en revanche, il y avait quelques ajustements sur lesquels elle était prête à faire travailler ses équipes en lien évidemment et en bonne intelligence avec le Parlement. Donc il y a la question de la définition des concepts dont on parle, pour lesquels elle estime que pour la première décennie, il est légitime de compter en consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, mais que, comme pour les décennies suivantes, on pourrait mieux prendre en considération les efforts de renaturation des sols. C'est-à-dire qu'on compte en net dès la première décennie. Et que pour les décennies suivantes, où entre en vigueur, comme Pauline a dû l'expliquer, la métrique de l'artificialisation nette des sols, le décret était vraisemblablement peu compris aujourd'hui. Donc soit fallait mieux l'expliquer, soit fallait en ajuster la rédaction. Mais elle n'a pas été à ce stade plus précise sur les pistes d'évolution. Et on est en cours d'échange d'ailleurs avec les associations nationales de collectivités. Ensuite, comme vous le dites, elle a indiqué qu'il y avait une doléance très forte s'agissant du décompte des grands projets d'envergure nationale. Et là, elle a dit que il fallait qu'on se mette d'accord sur la définition des grands projets d'envergure nationale. Elle a dit en tout cas que dans son idée, c'était quand même plutôt les grandes infrastructures de type ligne à grande vitesse. Et que ceci étant dit, elle n'était pas hostile à ce que ces grands projets ne pèsent plus en réalité sur l'enveloppe régionale et donc se faisant sur des enveloppes infrarégionales au niveau du bloc local, mais soit comptés à part. Tout est ensuite dans la mécanique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une enveloppe nationale qui est précipitée ou est-ce que c'est une neutralisation avec un rendu compte au Parlement. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il y a besoin de débattre avec les parlementaires qui ne sont pas tous du même avis, évidemment. Ensuite, elle a indiqué que elle avait entendu le monde rural et qu'il y avait une certaine crainte, en tout cas des représentants des maires ruraux et surtout très ruraux, d'être finalement les parents pauvres de la réforme et que dans l'exercice de territorialisation de l'enveloppe de consommation des sols et d'artificialisation, il ne soit finalement un peu oublié au détriment des espaces très urbanisés, notamment des métropoles et des communautés urbaines, communautés d'agglo. Ce à quoi il faut quand même pondérer le propos, parce que comme Pauline a dû vous le présenter, les zones détendues, donc les zones peu denses à très peu denses, représentent plus de 60% de la consommation des espaces. Donc on ne peut pas complètement dire qu'ils pouvaient être oubliés, puisque de facto, dans le diagnostic de base, ils pèsent très très lourd. Mais voilà, elle a dit qu'elle était prête à réfléchir à une forme de garantie rurale, une logique principielle selon laquelle finalement, dans la territorialisation, il y a une obligation qu'aucune des communes ne soit à zéro, en fait, en quelque sorte, qu'elles aient toutes un minimum de droit à construction. Donc ça, elle l'a évoqué. Après, elle a enfin suggéré un mécanisme qui est inspiré finalement des dispositifs bien connus de la loi SRU sur la solidarité renouvellement urbain, qui est celui du contrat, c'est-à-dire de permettre, une fois que la trajectoire est déclinée et intégrée dans un document d'urbanisme, de pouvoir obtenir une majoration limitée à cette trajectoire intégrée dans le document d'urbanisme par le biais d'un contrat entre l'État et donc le préfet en l'espèce et le bloc local, commune, intercommunalité, dès lors que c'est pour rendre possible un projet d'intérêt local majeur et dont la réalisation serait entravée par la trajectoire qui n'aurait pas anticipé un tel projet. Donc c'est typiquement le cas de l'arrivée sur le territoire d'une commune d'un grand projet économique qui finalement n'aurait pas été anticipé, qui justifie pour les emplois ou pour la souveraineté nationale qu'il offre d'ouvrir à l'urbanisation des terrains, notamment par des logiques de modification du document d'urbanisme. Évidemment, dans ce cas-là... par exemple, un projet de réindustrialisation. Un projet de gigafactory, par exemple, effectivement. Et dans ce cas-là, effectivement, la Première ministre indiquait que dans ces cas très particuliers, il pouvait y avoir effectivement un mécanisme de majoration limitée dans le temps ou dans le quantum par une voie contractuelle pour finalement ne pas bloquer un projet de gigafactory. Donc voilà, ça c'est des annonces de la Première ministre. Merci beaucoup. Oui, ça veut dire que même dans ce cas-là, il y a un contrôle, finalement, c'est le point le plus important de cette politique publique. Et on fait remonter la décision d'artificialisation au niveau qui convient. Merci beaucoup pour toute cette présentation.
Madame la maire, vous êtes dans la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle politique, et déjà, d'ailleurs, avant même sa mise en œuvre opérationnelle, dans le débat avec les élus de la région, de votre agglomération, etc., et dans la mise au point de la politique de la ville de Besançon aussi. Comment est-ce que vous vivez tout ça, et comment vous voyez, à la fois les difficultés, les subtilités de cette mise en œuvre? Bien, je pense que l'avantage de ce concept de zéro artificialisation nette, c'est ça pose immédiatement la question de la complexité dans laquelle nous nous trouvons et qu'il est nécessaire d'aborder. Il serait juste... et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été abordé d'un point de vue effectivement quantitatif, hein, avec 50% de ce qui a été consommé, voilà, dans les 10 dernières années. Mais en même temps, en posant ces chiffres, eh bien, ça amène chacun à regarder son territoire dans sa construction, dans sa spécificité, et du coup, comment cette organisation et cette spécificité pose bien la question de la complexité, et comment, du coup, on peut la réduire à un calcul assez basique. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, on ne l'a pas suffisamment posé. On parle donc, vous avez parlé bien sûr de la question de la superficie, du nombre de friches. Quand on regarde au niveau national, il y a un potentiel important. Quand on regarde sur des territoires comme le nôtre à Besançon, alors je ne sais pas si tout le monde sait où se trouve Besançon, parce qu'en général, ce n'est pas le cas. Donc Besançon, c'est une ville qui a été capitale régionale de la Franche-Comté, donc à l'est de la France. Donc aujourd'hui, qui est la deuxième polarité de la région Bourgogne-Franche-Comté, et qui a aussi une particularité d'être au cœur d'un tissu industriel. Le Doubs, le département qui est autour de cette ville, c'est 19% de l'emploi industriel en France. Et ça, c'est intéressant que je pose ce chiffre-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne correspond pas au schéma que l'on peut imaginer en général quand on regarde au niveau national. Pourquoi ? Parce que le tissu industriel de cette région est un tissu diffus. Je vais le faire un peu caricatural. Il y a pratiquement une usine par village dans ce territoire. Et donc, vous voyez bien que c'est un peu caricatural, hein, mais quelque part, il y a cette logique-là. Et l'avantage, c'est que ce tissu industriel... Ce qui, dans le contexte actuel, est considéré comme une chance. Et qui a montré sa grande agilité, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il a traversé plusieurs des dernières crises économiques. Et parce que, finalement, c'est des petites entreprises et qui, finalement, se fracturent moins quand il y a des grands chocs nationaux et internationaux que ces grands groupes, par exemple. Voilà. Donc, pour revenir à ça, ça veut dire que nous avons une réalité sur le terrain qui n'est pas celle qui a forcément été imaginée au niveau national. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de friches. Je reviens sur le territoire du Grand Besançon. Il y a très peu de friches industrielles, tout simplement parce que nous n'avons pas vécu particulièrement de désindustrialisation sur ce territoire-là. Mais pas comme par exemple Belfort-Montbéliard, qui est le lieu par exemple de Alstom, dont vous avez sans doute entendu parler, PSA, qui maintenant s'appelle Stellantis, etc. Mais donc nous n'avons pas vécu cette forme-là de désindustrialisation. Nous avons vécu des transformations du monde de l'industrie, de l'économie. Et donc ce qui fait que nous n'avons pas forcément à disposition des terrains qui étaient artificialisés et qui pourraient être finalement réutilisés. Nous sommes plutôt sur comment on envisage un potentiel sur notre territoire, comment on le repense. Et donc je me tourne vers vous parce que je pense qu'il y aura des réponses qui seront apportées vers vous, parce que malheureusement, les zones industrielles ou les zones d'activité, par exemple, ont été consommatrices de foncier. Dans un village, vous aviez ce qu'on appelle une boîte à chaussures au milieu d'un grand territoire, d'un grand terrain, qui était une réserve foncière au cas où il y aurait un développement, etc. Et donc aujourd'hui, il faut reprendre l'ensemble de cette organisation, cet aménagement du territoire pour envisager une sobriété foncière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on adapte finalement
ce grand principe à des territoires comme celui-ci, qui sont pourtant des territoires avec un très fort potentiel en matière de réindustrialisation. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. L'autre caractéristique de ce territoire qui me semble important de souligner, nous sommes un territoire frontalier. Et donc, frontalier veut dire que nous avons une différence majeure entre le système fiscal, économique, etc., en Suisse et en France, qui fait que nous avons un flux transfrontalier extrêmement fort, qui a des avantages et des inconvénients en matière du système économique, mais qui provoque aussi quelque chose d'extrêmement fort, c'est des déplacements très importants. Donc ça veut dire que nous avons souvent longtemps été, et encore, dans des formes de sous-traitance avec la Suisse, mais aussi nous sommes avec une alimentation du tissu suisse industriel de personnel, d'agents, de salariés, de professionnels qui alimentent la Suisse et qui, du coup, bougent d'un côté à l'autre de la frontière. Simplement savoir qu'en Suisse, le système économique et surtout de population fait qu'il va y avoir besoin de doubler le nombre de personnes dans les entreprises suisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un flux de transfrontalier d'à peu près 35 000 personnes. C'est 70 000 personnes qui pourraient être amenées à traverser la frontière suisse d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Ça implique du coup qu'il y ait une organisation dans le fonctionnement des déplacements, mais aussi du logement. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait deux choses: mieux exploiter, optimiser les friches. Nous n'en avons très peu. Améliorer le domicile-travail. Nous sommes très impactés par le transfrontalier. Et bien sûr, quand vous avez du transfrontalier avec des personnes qui gagnent 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que dans notre région, nous avons un foncier, un habitat, etc., qui augmente avec une tension sur le foncier qui est extrêmement forte, sur les coûts du foncier. Donc ça veut dire que... Du fait des acheteurs suisses. Du fait de même des frontaliers eux-mêmes, qui ont des salaires qui leur permettent de construire une maison 3 fois plus grande que ce qu'ils pourraient avoir besoin d'ailleurs, mais avec 3 voitures au lieu d'en avoir 2 ou une. Enfin bon, voilà. Donc on a là quelque chose. Les effets négatifs de la prospérité de la population, en quelque sorte. On a un effet qu'on appellera comme on voudra. Certains l'appelleront croissance, d'autres bien vivre, tout ce que vous voulez. Je n'apporterai pas mes propres ressentiments sur ces éléments-là. Ce que je constate, c'est que nous avons du coup une pression foncière extrêmement importante et pour autant un enjeu essentiel, puisque encore une fois, nous avons un tissu industriel et d'entreprise plus généralement extrêmement actif, qui réagit très très bien aujourd'hui et qui apporte de la valeur ajoutée sur notre territoire et qui nécessite d'être consolidé. En particulier, quand on parle de valeur ajoutée, la chaîne de valeur que nous devons tous réfléchir, eh bien, nous devons y penser de façon transfrontalière à cet endroit-là. Donc, les collectivités que nous sommes doivent pouvoir répondre à cette problématique industrielle, mais aussi, évidemment, sur la question du logement. Parce que, automatiquement, si au niveau de la frontière, vous avez une pression et du coup, l'entreprise va pas forcément s'installer là, peut-être reculer, mais surtout le logement va reculer dans l'espace et se rapprocher de plus en plus, du coup, en l'occurrence de Besançon. Mais du coup, il va y avoir des besoins en pression du coup habitat, parce que sinon, nous avons des personnes qui, elles, ne travaillent pas forcément en Suisse et ne peuvent plus habiter là où elles étaient. Donc, nous avons des mouvements extrêmement importants avec une répartition donc, sur nos territoires et des besoins très mouvants en matière de rénovation ou de construction, etc., de bâtiments. Donc la solution, c'est évidemment de regarder quels sont les potentiels pour ne pas impacter les milieux naturels, le milieu forestier, le milieu agricole. Nous sommes dans une région où l'agroalimentaire est extrêmement important, donc avec une valeur ajoutée très forte. Nous avons aussi donc ces besoins de consolider notre industrie. Et donc, il est nécessaire que nous puissions, bien sûr, garantir cette implantation, cette consolidation. Et cette implantation, du coup, elle est assez limitée dans sa surface. D'autant plus que nous avons un potentiel qui est finalement
très définis, mais qui impactent forcément le milieu naturel, le milieu forestier, le milieu agricole. Donc on est dans un paradoxe écologique. Et pour autant, du coup, bien sûr, nos collectivités, nos communes qui avaient l'habitude d'accueillir aussi du coup, ce tissu industriel, on est en train de réfléchir pour l'optimiser, le réorganiser, pour éviter des déplacements en dehors des flux transfrontaliers et de faire en sorte que nous puissions avoir une stratégie qui est assez différenciée. 2 stratégies, 3 même, mais je vais en donner 2 pour vous donner un exemple. Il y a la stratégie industrielle dont je vous parle, donc avec ce tissu diffus. Stratégie, pardon ? Industrielle, Oui. C'est-à-dire de voir comment l'industrie, on la réorganise pour qu'elle s'organise en écosystème, pour essayer de rapprocher le domicile du travail. Et puis, ça consolide aussi une filière qui a besoin d'échanges plus importants, etc. Et puis, il y a le tissu économique qui est plus artisanat, commerce, etc., qui, lui, va se réorganiser dans des bourgs-centres. Et ça, c'est un travail que nous sommes en train d'essayer d'optimiser aussi. Dans tous les cas... Quand vous dites « nous », là, Madame la maire, vous parlez de qui ? Alors, dans l'organisation du SCOT, donc le Grand Besançon, c'est 68 communes, mais qui est associé dans son SCOT avec une autre communauté de communes qui rassemble, je ne sais plus exactement, une trentaine de petites communes. Et donc, ce SCOT-là, bien sûr, est en train de retravailler son schéma. Il s'intègre pour autant dans un schéma du réseau industriel et économique dont je vous parle, qui est l'ancienne Franche-Comté, avec cette caractéristique d'une grande diffusion, un grand tissu diffus. Voilà. Donc ça veut dire que les règles qui sont imposées sont extrêmement difficiles à mettre en application sur un territoire comme le nôtre parce qu'elles sont forcément très impactantes sur le milieu. Alors évidemment, on va se tourner vers comment on aménage le territoire et comment on envisage plus de verticalité, de mutualisation, etc. Juste un mot, Madame la maire, avant de passer la parole à Diego. Je ne suis pas sûr qu'il vous apportera toutes les réponses aux questions que vous posez. Il aimerait bien, mais... non, mais où vous en êtes, on évoquait tout à l'heure, avant le début du débat, au niveau régional, hein, où en est le débat au niveau régional ? Où en êtes-vous du processus de discussion ? Alors, il est allé assez loin, puisque j'ai sous les yeux la carte d'une proposition de la territorialisation des efforts de sobriété foncière, avec une proposition qui consiste à identifier quels sont les secteurs, les grands bassins, qui pourraient être sur une approche, non pas à 50% tout le monde, de façon équivalente, mais avec, mais avec un essai d'analyse des besoins des territoires en fonction de la pression sur le frontalier, en fonction du besoin autour des grandes polarités, parce qu'il y a une pression et un besoin de consolider les écosystèmes, avec justement une réponse à des phénomènes dont je vous faisais la description, à des régions qui vont devenir récepteurs de nouveaux hébergements pour l'habitat des personnes, parce qu'elles ne peuvent plus, par exemple, habiter sur la frontière. Donc, il va falloir que d'autres secteurs puissent les accueillir. Donc, il y a eu une répartition qui va entre, je ne sais pas, le plus bas qui va de taux de 40 à 60 à peu près, voilà, sur Et donc, le résultat, c'est que tout le monde hurle à la mort, c'est ça ? Eh bien, c'est normal. Il y a des insatisfactions parce que chacun ayant besoin de reparler de sa caractéristique, sa singularité à des échelles différentes. Donc, il y a eu un travail qui a été fait et je dois reconnaître que c'est difficile pour les régions. C'est quand même une responsabilité extrêmement lourde et difficile pour les régions de proposer du coup une territorialisation par bassin pour identifier donc les spécificités et les besoins et d'en prendre la responsabilité de dire vous pourrez un peu plus vous développer que vous non. Et ça, certes, c'est mais très dur.
Certes, mais enfin, pardonnez-moi de prendre position. Je trouve que quand même c'est un signe c'est un signe de maturité en quelque sorte des régions. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas demander régulièrement dans ce pays plus de décentralisation, plus de responsabilité au niveau régional, et ne pas considérer comme un pas en avant et comme un progrès le fait que sur un sujet aussi stratégique, il appartient effectivement aux régions de mettre en place la négociation sur la répartition de la contrainte. Vous voyez, moi, je trouve ça formidable. Honnêtement, pardonnez-moi, je sors de ma position de neutralité, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, et je ne conçoit pas que ce soit difficile, c'est pas ce que je veux dire. Très honnêtement, la question, c'est que quand on parle de réindustrialisation, de logement, d'habitat, etc., quand on parle de corridors écologiques, etc., en réalité, à quelle échelle il faut l'aborder? Est-ce que la région est la bonne échelle? Parce qu'on constate... Faute de biorégion. Par exemple. Mais aussi de bassins industriels, etc. Est-ce qu'une région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, qui a une hétérogénéité très forte entre le monde rural et donc le monde industriel, est-ce que du coup, elle peut être traitée dans cet ensemble-là? Ou est-ce qu'il faut que le périmètre soit un périmètre qui soit beaucoup plus... qui soit bien différent, que le découpage soit différent pour qu'il soit véritablement fonctionnel? Et ça, je vous le dis, ce n'est pas le cas. Alors, il faut bien qu'à un moment donné, on s'appuie sur un périmètre. Mais, par exemple, typiquement, sur un périmètre comme celui-ci, on constate, encore une fois, qu'il y a tellement d'hétérogénéité que comment est-ce qu'on compare une équation à une autre en fonction de la caractéristique locale. Donc, la région n'est pas forcément l'échelle, ou en tout cas, pas l'échelle, mais en tout cas le périmètre. Qui n'est pas parfait, oui. Qui peut... Ah non, mais avec une grande... Alors je vais faire la caricature. Bourgogne-Franche-Comté, PACA, vous ne pouvez pas dire que d'un point de vue national, est-ce qu'il faut qu'on traite les choses de la même façon en non, interne? Ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Un mot, Jean-Baptiste, avant qu'on passe la parole à Diego. Sans prendre trop de temps sur l'intervention de Diego. Bon, déjà, vous avez très bien expliqué les préoccupations qui sont les vôtres, et j'ai le sentiment, en tout cas, que la loi n'est pas en contradiction avec ça, puisque la loi indique bien qu'il ne s'agit pas de faire une application homogène d'une réduction de l'artificialisation de façon un peu aveugle, mais qu'il y a bien un exercice nécessaire de territorialisation, d'adaptation de l'effort de réduction en fonction des besoins des territoires. Et des critères sont donnés. Le critère de la dynamique démographique qui comprend la question des saisonniers en fait partie, et le critère du dynamisme économique et du maintien de l'activité industrielle est aussi l'un des critères justifiant finalement qu'un territoire comme celui que vous représentez pèse plus dans la répartition de l'enveloppe foncière à l'échelle régionale. Maintenant, il faut aussi comparer au diagnostic actuel. Je rappelle que 246 000 hectares ont été consommés ces 10 dernières années, quasiment à 70% par des zones qui n'ont pas de tension immobilière, voire par des communes qui perdent des habitants et des emplois. Et quand bien même on dirait qu'on applique le 140% pour les 10 prochaines années, ça représente donc encore 122 000 hectares, c'est-à-dire l'équivalent du département du Rhône. C'est-à-dire qu'on s'autorise, en gros, encore à artificialiser le département du Rhône. Et je pense que si on le répartit bien, cette enveloppe foncière, on peut effectivement continuer à construire là où il y a des besoins de construire, parce que, comme vous le dites, il y a besoin d'acquérir, de construire du logement pour les nouveaux arrivants, ou il y a besoin de construire des surfaces économiques pour l'activité économique, tout en maîtrisant une consommation foncière qui n'est aujourd'hui pas assez modérée, tant et si bien qu'on a des extensions urbaines dans des zones détendues qui conduisent à des paupérisations, voire des dévitalisations de cœurs de ville moyennes et petites. Donc je pense que c'est ce mécanisme en fait finalement assez singulier en France qui convient de peut-être réinterroger. Après, pour faire le parallèle avec les Suisses, puisque vous indiquiez que vous avez aussi une concurrence internationale en la matière, les Suisses ont depuis longtemps adopté des dispositions législatives beaucoup plus protectrices qui finalement considèrent, se sont inspirées de notre RNU, Règlement national des règlements nationaux d'urbanisme, c'est-à-dire qu'en dehors de la tâche urbaine, il y a interdiction de construire. C'est-à-dire qu'en fait, toute artificialisation d'un sol naturel, agricole et forestier est par nature interdite, et il doit faire
l'objet d'une dérogation par une commission foncière qui remonte au canton, etc., etc. Donc en fait, les Suisses sont extrêmement protecteurs de leurs espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc je pense qu'en tout cas, la France ne peut pas être considérée comme bonne élève en la matière. Et c'est pareil pour les Allemands ou c'est pareil pour les Italiens. Leur législation va beaucoup plus loin que ce qu'on a voté dans la loi climat-résilience l'an dernier. Donc voilà, il y a ce sujet aussi qui fait l'objet de discussions européennes encore la semaine dernière, où la France est aussi pointée du doigt. Madame le maire. Je ne voudrais pas qu'on se trompe sur le discours que j'ai tenu. Parce que quand même, je tiens à rappeler que je suis profondément une écologiste et que ce que je défends, c'est évidemment justement un système, une approche systémique. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'application, elle est complexe et que, du coup, il est extrêmement difficile, et pour la région, et pour les élus, d'apporter un élément de réponse. Et que, pour autant, pour revenir sur ce que vous disiez, ces déséquilibres qu'il peut y avoir entre une région ou l'autre, puisque c'est le périmètre dans lequel nous nous trouvons, eh bien, je pense qu'il mériterait d'être regardé d'un point de vue national. Je le dis parce que nous avons l'avantage dans ce secteur d'avoir un potentiel biodiversité extrêmement intéressant et que c'est un capital. Tout à l'heure, on parlait d'actifs et que ça fait longtemps que ce débat il est posé et qu'il n'a jamais trouvé de solution. Il serait bien un jour qu'on soit en capacité de lui trouver une valeur ajoutée à cet actif-là, puisque nous avons des territoires qui, parce qu'ils n'ont pas consommé, finalement, permettent peut-être de compenser ce que d'autres ont consommé dans d'autres régions. Je peux peut-être le poser comme étant un élément important. Et juste pour vous dire les déséquilibres qu'il peut y avoir avec un de nos partenaires suisses qui ont fait des choix effectivement d'interdire la construction en dehors de leur zone urbaine, etc. Dernièrement, ils ont un tel besoin de salariés que du coup leur parking ne suffit pas. Et que, parce que les gens se déplacent en voiture, et parce que du coup, les parkings, ils n'ont pas le droit de continuer à les augmenter. Donc, ils font des parkings verticaux, et donc, ils les rendent payants pour les salariés qui viennent dans ce secteur-là. Donc, on est dans des systèmes qui sont toujours comparés avec beaucoup de délicatesse, parce que c'est compliqué. Mais soyons clairs, je suis très heureuse qu'enfin on ait posé la question de l'artificialisation, qu'on pose la question de la connexion des zones naturelles, des zones forestières, etc. On ne construit jamais nulle part, jamais. Il y a toujours un intérêt. Et ce n'est pas seulement les valeurs agronomiques qui donnent l'intérêt du foncier, mais aussi l'ensemble des compartiments biologiques qui y sont associés, on est bien d'accord. C'est juste ce que je voulais dire par là. Que là, quand vous posez, mais c'est normal au niveau national, la question de l'intérêt de travailler sur la dépollution des friches, etc. et tout, pour autant, un secteur comme le nôtre n'y trouve pas forcément sa solution. Et si on doit aller du coup sur des constructions avec plus de verticalité, plus d'optimisation, etc., alors je vais y aller direct. Qui va payer les surcoûts pour l'industrie ou pour le promoteur immobilier, etc., quand il faut gérer justement plus de verticalité pour une entreprise qui doit porter des presses, etc. Voilà, c'est juste. Là, on arrive à la question du modèle économique et ça fait une très bonne transition avec l'intervention de Diego. Vinci Immobilier, je pense que beaucoup de gens dans la salle doivent le savoir, a pris une pole position sur ce sujet du ZAN, une position assez audacieuse. Donc, Diego, est-ce que vous pouvez nous donner enfin à la fois les engagements et le pourquoi de ces engagements, de cette stratégie? Oui, alors je ne suis pas sûr par contre d'apporter les réponses à vos questions, Madame le maire. Mais, nous, on s'est posé effectivement la question de refonder un peu notre stratégie environnementale en pleine période d'écriture de la loi. On avait la conviction que c'était un enjeu effectivement fondamental et qu'il allait restructurer un peu notre profession pendant les décennies à venir. Et on a vraiment choisi de se positionner là-dessus pour deux raisons principales. La première, c'est qu'en termes de matérialité d'enjeux environnementaux,
c'est colossal. L'artificialisation, c'est le premier facteur de l'effondrement de la biodiversité. Et la promotion immobilière, c'est de loin le premier facteur de l'artificialisation des sols. Quand on a dit ça, on s'aperçoit qu'un sujet qui était complètement en dehors du champ de l'analyse environnementale des projets dans la profession, en fait, est juste un énorme enjeu. Et en fait, la moitié du problème écologique de la construction était là. Donc, ça valait la peine de se poser Votre dessus. empreinte, c'est ça, Voilà. en fait. Notre empreinte, c'est beaucoup ça. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Et par rapport à d'autres enjeux très importants aussi, et que je ne balaye surtout pas en disant ça, mais par exemple, la question évidente du changement climatique, on a un sujet sur lequel nos leviers sont plus directs. On ne dépend pas de toute la chaîne de valeur autour de nous. Si je veux réduire l'empreinte carbone de mon bâtiment, j'ai besoin que le fabricant d'acier fasse évoluer son process. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide des investissements, etc. Alors que là, fondamentalement, c'est moi qui choisis d'acheter un terrain à un agriculteur pour faire de la maison individuelle ou d'aller chercher une friche ou autre chose. Donc j'ai un levier direct sur lequel je peux décider d'agir. Donc voilà, ça valait la peine de vraiment se porter là-dessus. Et donc on a commencé par essayer de comprendre quel était vraiment notre impact. Et là, on a eu tout de suite ce problème de la mesure. Surtout que la loi, je parle sous le contrôle des représentants de l'État, mais définit une métrique sur l'échelle très haute, urbaine, de comptabilisation nationale. Elle ne le fait pas nécessairement à l'échelle plus fine du terrain donné, du foncier donné sur lequel moi je me penche. Alors elle définit à un niveau presque conceptuel ce qu'est l'artificialisation, l'altération durable des fonctions naturelles du sol. Et donc on a dû, pour pouvoir savoir de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'on devait faire, recréer une métrique pour calculer notre impact. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors avec beaucoup d'humilité, c'est un sujet d'une complexité scientifique qui n'est pas du tout encore maîtrisée nulle part dans le monde. Donc on a fait une tentative à partir d'une revue d'état de l'art. Il y avait des choses qui existaient déjà, ce qu'on appelle le CBS, le coefficient de biotope par surface, d'autres travaux de ce type. Donc on a constitué une mesure pour essayer de calculer un degré d'artificialisation. Donc sur chaque terrain, on regarde ce qu'il y a, et en fonction que c'est bâti, pas bâti, si c'est bâti, est-ce qu'il y a de la végétalisation dessus ou pas, ou quoi, est-ce que c'est perméable, imperméable, on donne un coefficient qui a cette possibilité de finesse que n'a pas évidemment la métrique nationale, de ne pas être du tout ou rien, quoi. Voilà, hein, c'est un coefficient entre 0 et 1. Après, on fait le moyenne pondérée, ça nous donne le degré d'artificialisation du terrain. On fait le avant-après, et ça nous donne notre impact. Et là, je vais tout de suite un peu répondre à mon confrère Dima Mousquetaire. Du coup, on a des projets où on artificialise, on a des projets où on désartificialise, tout simplement. Et donc, en fait, quand on parle de notre engagement, qui est Lausanne en 2030, à l'échelle de notre production... C'est-à-dire 20 ans avant le 2050, effectivement. C'est sur cette métrique-là, déjà. Donc, c'est pas exactement la même métrique que l'échelle nationale, mais on l'assume, mais voilà, c'est normal. Effectivement, c'est une nette, hein, donc c'est une comptabilité interprojet, et c'est l'équilibre global de nos projets. On va avoir toujours des projets qui vont artificialiser, mais on va avoir de plus en plus de projets qui vont désartificialiser. Et je ne vais pas compenser en dehors de mes projets immobiliers en achetant des droits artificialisés parce que quelqu'un d'autre va désartificialiser une carrière ou Dieu sait quoi. Donc, quand on a fait cette métrique et qu'on a analysé une sorte de baseline de ce qu'était notre production, ce qui a été un travail assez colossal puisqu'on a passé en revue 200 projets pour essayer de comprendre comment tout ça se faisait, d'avoir suffisamment de données pour pouvoir faire des analyses statistiques, on s'est rendu compte de choses, je vais vous dire, qui vont avoir l'air évidentes, mais qui sont évidentes un peu a posteriori. Puis là, on a maintenant tous 2 années de débat pour avoir un peu mûri la question, mais il y a 2 ans, honnêtement, on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait découvrir. Et donc on a classifié a posteriori je simplifie un peu, en 3 grandes catégories. Une catégorie qui est l'extension urbaine. Donc typiquement, j'achète un champ de patates, je fais de la maison dessus. Ce qu'on a appelé le recyclage urbain. Là aussi, il n'y a pas de définition, de normes. Donc on s'est doté de notre propre définition très exigeante et avec une vraie connotation environnementale derrière. C'est-à-dire que recyclage, c'est pas la même chose que construire la ville sur la ville. S'il y a recyclage, c'est qu'il y a déchets, donc il y a obsolescence. Donc ce qu'on va qualifier, c'est que l'activité sur le terrain qu'on travaille était obsolète. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est arrêtée, ce n'est pas nécessairement une friche. D'ailleurs, on a parlé énormément de friches industrielles, mais ce n'est qu'une toute petite partie de notre recyclage urbain. Essentiellement, ce sont des friches commerciales. C'est intéressant, madame, mais par rapport à ce que vous disiez sur le fait que vous n'avez pas de friche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de recyclage urbain.
Alors, voilà. Je ne sais pas pour le territoire de Besançon, mais il y a le bureau, le décret tertiaire, toutes les évolutions des usages, le post-Covid. Enfin, il y a des millions de mètres carrés qui sont en désuétude totale et qui nécessitent soit un recyclage urbain pour refaire un bureau, mais plus moderne, soit pour le transformer en autre chose, et notamment en logement. Il y a énormément de bâtiments publics ou parapublics, que ce soit militaires, dans la santé, dans l'éducation, énormément de choses. Donc en fait, il y a une diversité d'opportunités de recyclage urbain très importante. Et on a la dernière catégorie, pour revenir à mon histoire de métrique, qui est l'entre-deux, c'est-à-dire la construction urbaine. Je suis dans l'empreinte urbaine, mais je ne suis pas dans le recyclage. Je prends 3 maisons, je fais du remembrement. Ces maisons, elles étaient occupées, elles n'étaient pas délabrées, elles n'étaient pas obsolètes. C'est de la densification. Parfois on aime, parfois on n'aime pas, c'est un autre débat. Ce n'est pas du recyclage. Et quand on regarde statistiquement sur ces 200 projets, où on commence quand même à avoir quelque chose qui un minimum robuste, même si bon encore, on voit qu'effectivement le vrai problème, c'est l'extension urbaine. C'est ça qui pèse très 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 lourd dans les comptes, et que le recyclage urbain, statistiquement, d'une opération à l'autre, ça varie, mais statistiquement, on est en désartificialisation. En général, on arrive sur des endroits où il y avait des grandes nappes de parking, des choses comme ça, et puis parce que, et heureusement, je vais dire, c'est dans les PLU aujourd'hui, c'est la façon de fabriquer la ville, on recrée des espaces verts, et donc finalement, on débétonne des sols et on ramène de l'espace vert. Donc, ce ZAN 2030, il repose sur quoi fondamentalement? Sur une évolution de notre modèle d'affaires. C'est-à-dire que quand vous essayez de comprendre ce qu'est le business model d'un promoteur sous ce prisme-là, vous regardez les chiffres d'affaires sur ces différents segments, et la solution, elle ne vient pas de comment je conçois tel projet. Elle vient de comment est-ce que je fais shifter mon chiffre d'affaires d'un segment vers un autre. Donc il y a un deuxième objectif qui est tout à fait attaché, et l'un ne va pas sans l'autre, qui est de dire il faut qu'on fasse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires en recyclage urbain, bien avant 2030, pour réussir à atteindre cet objectif. Et que vous arrêtiez l'extension urbaine. Et qu'on fasse ça en mangeant ça sur le segment de l'artificialisation, de l'extension, pardon pour le lapsus qui est révélateur. Et donc on au moins divise par 2 notre chiffre d'affaires là-dessus. Et donc ça se matérialise pour amorcer les choses, par exemple par une décision qui a été un signal en interne extrêmement puissant et aussi un gage de crédibilité en externe, qui est de dire les opérations les plus impactantes, on n'en fait plus. Et donc on a défini ce qui pour nous finalement est la métrique la plus pertinente, mais à la rigueur je vous laisserai réagir, donner votre avis, qui est plus une notion d'efficacité foncière que d'artificialisation en soi, et donc qui est à quel point j'artificialise, mon delta du degré d'artificialisation dont je vous parlais tout à l'heure, divisé par la SDP. C'est comme en énergie, l'important c'est pas combien de kilowattheures va consommer votre bâtiment, c'est les kilowattheures au mètre carré. Là c'est pareil, c'est chaque mètre carré que j'ai construit, combien de mètres carrés, combien de mètres carrés de terrain naturel j'ai détérioré pour construire ce mètre carré de SDP. Et donc là on s'est mis une ligne rouge à 1 pour commencer. Donc c'est des opérations pour lesquelles on artificialisait plus d'1 mètre carré de terrain pour 1 mètre carré de SDP. Donc c'est des opérations d'extension urbaine, de lotissement, très très détendues, qui représentaient 5% de notre chiffre d'affaires dans la baseline. Donc on n'est pas non plus en train de se couper les deux bras. Mais peut-être une part un peu plus importante des marges, non? Alors, c'est des opérations, disons, qui ont très peu de risques. Donc on est plus souvent au rendez-vous de notre marge cible qu'ailleurs. Oui, non, mais c'est pour souligner le mérite de ce renoncement que je dis ça, parce que je fais cette précision. Mais en face de 5% de chiffre d'affaires, il y avait 40% de notre impact d'artificialisation. Donc vous voyez que le rapport entre l'effort et le résultat sur notre impact, tout de suite, du jour au lendemain, il est massif. Et par ailleurs, bon, il y avait du courage. Je vous avoue qu'on a eu quelques gouttes de sueur en COMEX pour prendre cette décision. Mais néanmoins, ce n'est pas juste dire j'arrête de faire ce chiffre d'affaires. C'est que j'envoie mes développeurs fonciers sur autre chose. Donc j'espère que je vais maintenir mon chiffre. Ce qui nous fait mal en ce moment, c'est plus la conjoncture que notre choix stratégique. Même si c'est encore plus difficile de le porter dans le contexte actuel que dans le contexte pré-crise, montée des taux, etc. Donc voilà, fondamentalement, on a amorcé là un grand changement du modèle d'affaires. Et derrière, bon, voilà, on pourra revenir si ça vous intéresse, mais tout un projet d'entreprise pour mettre en mouvement le gros paquebot qui est un major comme nous, dans ce changement de business model pour atteindre notre objectif. Diego, juste deux questions avant qu'on demande un petit peu à nos auditeurs s'ils ont des questions à poser. Deux questions. D'abord, j'évoquais la question des marges.
Est-ce que ça change quelque chose puisqu'on parle de business model, du point de vue des marges attendues du métier? Et ma deuxième question, c'est quelques exemples, parce que je sais que vous en avez d'importants dans l'année 2022, que vous souhaitez mettre en avant sur les réussites dans ce domaine. Des choses qui sont passées justement en comité d'investissement, si je puis dire, et qui sont des réussites de cette stratégie. Alors, je vais commencer par les exemples, je répondrai sur la marge. Sur les exemples, pour montrer un peu la diversité dont on parlait tout à l'heure, on a fait par exemple une affaire qui montre vraiment ce changement ça nous génère de l'innovation vraiment, même financière, etc. dans les montages. On a racheté un portefeuille de terrains à Engie, donc 50 terrains, tous très lourdement pollués, dans une logique de péréquation financière. C'est-à-dire qu'il y a des terrains avec beaucoup de valeur immobilière, il y a des terrains avec zéro valeur immobilière et des énormes frais de dépollution, donc qui ont une valeur négative. Donc c'est rendu possible que dans cette logique de portefeuille, et donc dans cette capacité d'ensemblier et de compenser financièrement des pertes et des gains à une échelle nationale. Donc là, on a fait, par exemple, une centaine de logements à La Roche-sur-Yon, voilà, sur une ancienne usine de gaz d'Engie. Un autre exemple, à Paris, là, on vient de lancer les travaux de 20 000 m² de bureaux sur un ancien grand magasin qui était fermé. Voilà, pour parler de bureaux. On fait pas mal de transformations aussi de produits non-logement vers du logement, souvent vers du résidentiel géré. Donc on a par exemple une student factory sur une ancienne fac fermée à Nancy. Qu'est-ce que je peux citer? On a du co-living pour continuer dans le géré sur des anciens bureaux, voilà, complètement obsolètes, performance énergétique plus du tout, voilà, à Lyon, donc très, très bien placé. Donc voilà, on retrouve tous nos produits et la diversité des terrains. Alors sur la question de la marge, notre marge cible, elle ne change pas. Très clairement, en comité d'engagement, notre stratégie, c'est pas de baisser nos marges. On a un actionnaire, on a un conseil d'administration. Si c'était ça notre stratégie environnementale, vous doutez bien que j'aurais pas fait long feu dans la société. Par contre, c'est un changement de l'exposition au risque. Je pense que c'est ça fondamentalement la question. C'est-à-dire que on prend des risques opérationnels plus importants. Mes opérations d'extension urbaine, c'est mes opérations les moins risquées. Je n'ai pas de risque de pollution, je n'ai pas de risque d'amiante, je n'ai pas de risque de rénovation, je n'ai quasi pas de risque de recours. J'ai aucun risque si ce n'est commercial. Quand je vise quelque chose, j'y arrive. Et même parfois, en tout cas dans la période de la décennie précédente où les prix ont monté tendanciellement, j'ai même amélioré mes marges. Les opérations en cœur de ville, et particulièrement les opérations aussi complexes techniquement que celles de recyclage urbain, je vais exploser un nombre de risques énorme. Donc, mon effort, il n'est pas sur la marge, il est sur le rapport risque-rendement, qui est en fait la vraie question économique. Ce n'est pas la marge, c'est le couple risque-rendement. Cela étant, ce n'est pas non plus un acte fou de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Il y a d'autres choses auxquelles on est moins exposé. Il faut comprendre que ça change d'abord, l'acceptabilité des projets de recyclage urbain est plus forte. C'est beaucoup plus difficile de densifier massivement dans un quartier pavillonnaire où tout le monde est vent debout que d'aller dire vous aviez une usine à gaz avec de la pollution en bas de chez vous, je vais mettre quelque chose de beau, avec du végétal, avec des services, etc. Donc on a certains risques inférieurs malgré tout. Ça change aussi la perception de la société, et ça nous permet de renouer le dialogue autrement avec des mairies, je ne sais pas comment vous nous avez reçus sur ces engagements, Madame la maire, mais avec d'autres parties prenantes, avec même nos collaborateurs, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Mais par ailleurs, je pense que c'est fondamentalement ça qui a fait notre choix, c'est que on avait la conviction, et dès cette période de débat pré-législative, que c'était le sens de l'histoire avec un grand H. Voilà. Que ça y est, on est le XXIe siècle, c'est le siècle où on prend conscience de la finitude du monde, que ce soit sur le foncier ou sur n'importe quelle ressource naturelle, et que notre métier n'allait pas pouvoir continuer pour toujours comme il l'avait fait dans la deuxième moitié du XXe siècle, en ne se posant pas la question de sa ressource naturelle qu'il consommait, c'est le foncier. Et donc, de toute façon, ça irait plus ou moins vite, il y aurait des débats sur la loi, on changerait tout un tas de trucs, mais que l'histoire avec un grand H, c'était ça. Et donc, le métier de promoteur
Demain, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à quelle vitesse? Voilà. Mais fondamentalement, c'est le recyclage urbain. On ne va pas continuer à tartiner indéfiniment des lotissements partout. Donc, fort de ça, on se force à aller plus vite, on augmente notre exposition au risque, on fait des renoncements, on met une énergie fabuleuse de transformation interne. Voilà, il y a énormément de choses que ça nous coûte, mais on prépare notre performance, notre compétitivité sur le marché de demain. Donc c'est une stratégie d'entreprise, une stratégie business, autant qu'une stratégie environnementale. Et d'ailleurs, je fais 2 secondes à part le ZAN, mais d'un point de vue environnement, et moi c'est ma casquette, toutes les vraies stratégies environnementales, c'est ça. Je veux dire, toute autre stratégie environnementale que des changements de business model, c'est du greenwashing. Vous ne faites pas en faisant du business as usual, juste en utilisant une nouvelle techno, un nouveau machin, ou en faisant des conceptions. Ne changez pas radicalement les choses. Aujourd'hui, on est dans des niveaux d'enjeux radicaux. Enfin, il faut changer des choses très vite et très fort. Si je peux me permettre, Diego, je voulais juste dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ce que vous ne négligez pas pour autant l'éco-conception. Bien sûr. J'insiste sur ce point. Vous ne dites pas que l'éco-conception, on s'en occupe plus. Pas l'autre. Mais sur notre objectif, par exemple sur le ZAN, c'est pour le ZAN, 80 à 90% de la modélisation de la trajectoire qu'on a, c'est le changement du business model. Les 10 à 20% restants, c'est l'éco-conception. C'est comment est-ce que je vais changer mes revêtements, me remettre de la perméabilité, optimiser mon emprise au sol, etc. etc. Mais voilà, c'est 10 à 20%. Le reste, c'est fondamentalement le changement du modèle économique. Merci beaucoup, Diego. Alors, est-ce que tout ceci maintenant suscite des questions dans la salle? Non? Ah, madame, présentez-vous, s'il vous plaît. C'était la question de monsieur Immo Mousquetaire, c'est la contrepartie. Et j'ai pas entendu parler là de la contrepartie, alors je me pose la même question que monsieur. La mesure compensatoire. Comment est-ce qu'on arrive au zéro avec des plus et des moins? Alors, on ne va pas chercher de mesures compensatoires en dehors de nos projets. C'est vraiment la somme de nos projets qui doit faire zéro. Et comme il y a des projets qui artificialisent, il y a des projets qui désartificialisent. Quand je vais prendre mon projet, typiquement celui de Lyon dont je parlais, il y avait un bâtiment de bureau et une nappe de parking, c'était 100% artificialisé. Je remets des espaces verts dans mon projet, donc je débétonne concrètement une partie du foncier. Donc ce projet, dans ma métrique, il arrive à un résultat d'artificialisation négatif, en renaturation. Et donc, il va compenser un autre projet en artificialisation. Et c'est cette somme qui doit arriver à zéro. Voilà. Jean-Baptiste, vous validez cette façon de procéder? J'ai pas forcément eu la question de monsieur au départ sur la compensation, donc je ne sais pas exactement quelle était... Comme c'était une question... Bon, ce qu'il y a, c'est que finalement, dans la loi... Non, mais si je veux t'en dire deux, c'est pour vous dire, vous avez entendu la définition de la métrique maison, en quelque sorte, de Vinci Immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez, vu du point de vue du concepteur de la loi? Ce que j'en pense, c'est qu'ils anticipent, puisque la loi ne va pas aussi loin. C'est-à-dire que la loi, elle fixe une métrique à l'échelle du document d'urbanisme. Donc en fait... Le parti pris du législateur était vraiment de se dire qu'il ne fallait surtout pas mettre les porteurs de projets devant le fait accompli, mais il fallait finalement que la maîtrise d'usage du sol soit réfléchie en amont à l'échelle du document de planification. Ce qui fait que finalement, dans les documents d'urbanisme, il y a une métrique de réduction progressive de la consommation et de l'artificialisation des sols, avec une logique consistant à atteindre le zéro artificialisation nette, avec des compensations des ouvertures à l'urbanisation par des zones de renaturation. Et donc du coup, c'est bien ainsi qu'écrit écrit le texte de loi. Il doit y avoir l'identification de zones de renaturation préférentielle qui, du coup, permettra de compenser des ouvertures à l'urbanisation rendues possibles pour l'implantation, notamment de surfaces de logement ou de surfaces d'activité économique. En revanche, à ce stade, en tout cas de la loi, il n'y a pas cette imposition du ZAN à l'échelle du projet. Et c'est vraiment uniquement à l'échelle du document d'urbanisme. À une exception près, et je pense que c'est pour ça que monsieur est intervenu sur le sujet, qui est celui de l'urbanisme commercial, où là, pour le coup, il y a eu un débat très virulent.
on peut dire, sociétale dans la Convention citoyenne pour le climat, conduisant effectivement à une mesure beaucoup plus radicale s'agissant de l'urbanisme commercial, consistant à dire que, pour le coup, le principe général dans la loi est l'interdiction de tout nouveau projet de centre commercial en périphérique qui conduit à une artificialisation, et que ce principe peut souffrir une dérogation en dessous de 10 000 m² de vente, mais que s'il y a cette dérogation, l'un des critères pour l'accepter peut être effectivement une obligation de compensation surface à surface, en quelque sorte. Et là, dans ce cas-là, évidemment, les porteurs de projets d'urbanisme commercial nous disent, mais dans ce cas, puisque Lausanne, en l'occurrence, elle s'applique à mon projet d'urbanisme commercial, ce qui n'est pas le cas de tous les autres projets, où je trouve ce foncier. Et donc ce foncier est naturellement, et c'est l'objet du projet de décret, d'ailleurs du décret qui a été publié il y a quelques semaines, ce foncier est d'abord à trouver dans les zones de renaturation identifiées dans le document d'urbanisme, mais après, plus globalement, ça rentre dans des mécanismes... Ça veut dire qu'il y a un circuit... Est-ce que ce que vous êtes en train de décrire, c'est potentiellement un circuit de financement de la renaturation Alors, il y a un mécanisme qui peut être d'évitement, de réduction de compensation... Par les zones commerciales, je veux dire. Non, alors il peut y avoir un mécanisme éviter, réduire, compenser où on est vraiment sur une logique foncière, qu'elle soit surfacive ou fonctionnelle. Mais c'est bien, dans ce cas-là, au porteur de projet de trouver par lui-même du foncier pour renaturer ce qu'il artificialise par ailleurs. Et donc dans ce cas-là, ce qui est dit dans le décret, c'est que prioritairement, il faut le faire à proximité ou dans les zones de renaturation des SCOT ou des PLU. En revanche, à ce stade, il n'y a pas de logique financière qui a été mise en place. Elle pourrait être imaginée, elle a été pensée par certains économistes, consistant à dire par exemple qu'on pourrait étendre le principe du label bas carbone en considérant que finalement on achète des crédits de compensation à travers un label bas carbone, ce qui est en soi possible, il faut le calibrer en termes de modèle économique, mais encore une fois, ce n'est pas pour l'instant ce qui est prévu dans la loi. C'est pas prévu dans la loi, mais en revanche, cette idée, on en parlait avec vous, Madame la maire, tout à l'heure, cette idée de donner une valeur à j'allais dire des actifs de biodiversité, quoi, d'une façon générale, et que donc il puisse y avoir rétribution, que ce soit pour des agriculteurs ou pour d'autres collectivités, c'est un point essentiel. Il y avait d'autres questions, je crois. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Peut-être à travers ce que vous dites également, il y a quand même d'autres mécanismes qui permettent justement la reconnaissance des habiletés environnementales, y compris sur une question financière. Il y a donc tout le dispositif des paiements de services environnementaux qui fait l'objet aujourd'hui d'une autorisation par la Commission européenne. Vous avez des mécanismes aussi attachés au Code civil, comme les obligations de réel environnemental avec des mécanismes de crédit d'impôt, etc. Donc il y a beaucoup de dispositifs en fait, qui existent pour reconnaître la valeur économique de l'habileté environnementale. Après, il appartient au territoire de s'en saisir. Voilà. Bonjour, Vincent Meunier, Société Socotec. J'avais une question sur les plateformes logistiques qui sont aujourd'hui des très 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 gros consommateurs d'espace, y compris en zone peu urbanisée, qui sont, je pense, dans les bilans d'urbanisation, d'artificialisation très très haut dans le ranking qu'on peut avoir. Donc ces gens-là ont des ambitions très fortes en termes de gains de part de marché, notamment de remplacement de zones commerciales dont on parlait tout à l'heure, qui posent un certain nombre de problèmes, notamment en termes de qualité physique, enfin de beauté de l'espace, hein, la France aujourd'hui est très critiquée. Vous parliez des autres pays. Les autres pays nous regardent aujourd'hui avec un peu d'étonnement sur ce qu'est devenu notre pays par rapport au leur, sur ces sujets-là en tout cas. Alors, comment imagine-t-on pouvoir continuer à développer cette activité de logistique dans ce contexte de zéro artificialisation nette ? Eh ben, Jean-Baptiste, oui, je crois que c'est pour vous la question quand même. Alors, encore une fois, Mais il y a peut-être un éclairage régional aussi à donner sur cette question de la logistique, non ? Nous en parlerez après, Madame la maire. Encore une fois, dans le texte de loi, il n'y a pas de stigmatisation d'une destination par rapport à une autre. Encore une fois, il est dit qu'il y a, et c'est le rôle, je pense, de l'État, un objectif national qui est donné avec des clés de lecture pour répartir l'effort. Rien n'interdit à un territoire, une collectivité d'abord régionale et ensuite au niveau du bloc local, de considérer que finalement la priorité du territoire, c'est le développement du logistique, et donc du coup qu'on développe du logistique plutôt que du logement, parce qu'effectivement c'est la priorité. Encore une fois, il y a une enveloppe foncière et libre ensuite à l'élu de territoire de l'utiliser. De l'allouer. De l'allouer, exactement.
Maintenant, je pense qu'effectivement, le secteur de la logistique a déjà bien pris conscience de cette exigence de sobriété foncière. Il y a eu des assises de la logistique, un certain nombre de propositions qui ont été formulées, en se rendant compte que finalement, il y avait d'une part peut-être un problème de schéma territorial de la logistique, pour identifier où sont les grands secteurs d'arrivée des marchandises et des secteurs et des logiques de maillage pour acheminer des flux au bon endroit, à la porte des villes, et ensuite de la logistique du dernier kilomètre pour qu'au sein même des villes, il y ait ensuite un approvisionnement jusqu'au client final. Et c'est assez peu organisé aujourd'hui en France, contrairement à d'autres pays. Donc voilà. Ça a d'ailleurs conduit le législateur à introduire cette planification de la logistique beaucoup plus fortement dans les SRADET, dans les schémas régionaux, qui doivent désormais définir un schéma régional de la logistique. Et de la même façon, au niveau du bloc local, ça a conduit le législateur à muscler un document annexe du SCOT qui est le DACEL, le document d'aménagement artisanal commercial, auquel on a rajouté le L, et logistique, qui doit lui aussi finalement penser l'aménagement du territoire. Donc il y a déjà cette histoire encore une fois, de planification de l'espace. Après, le secteur logistique par lui-même a reconnu que, comme c'était jusqu'à présent pas vraiment une contrainte, la sobriété foncière, il n'avait pas forcément eu des pratiques extrêmement vertueuses. Et par eux-mêmes, ils ont estimé effectivement qu'ils pouvaient finalement avoir des entrepôts qui étaient peut-être moins gourmands, moins consommateurs, et peut-être une implantation qui soit, si possible, aussi sur des territoires qui étaient déjà artificialisés. Mais encore une fois, il n'y a pas de stigmatisation. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix de territoire dans la déclinaison de la hiérarchie des normes. Oui, Madame la maire, je ne voulais pas vous piéger tout à l'heure. Je suis persuadé que le Grand Besançon est très convoité par les opérateurs de logistique. Et donc, comment vous traitez ça ? Nous faisons un travail justement d'analyse en matière de logistique urbaine. Pour autant, je vais le dire quand même, il y a quand même une interrogation sur faut-il continuer à prôner finalement ce modèle-là, parce que très honnêtement, je ne vois pas comment il va trouver sa place dans la logique de la finitude d'une planète et de l'aménagement du territoire. Enfin, moi, si vous me trouvez la solution, je la prends tout de suite. Mais je pense que là, on est sur quelque chose de complètement antinomique. Je le dis comme ça, je pense que ce modèle-là, il nous pose vraiment des problèmes de fond. Mais pour autant, il réinterroge aussi la question de l'accès au foncier. Alors, je reviens sur la politique des collectivités. Les collectivités, pendant très longtemps, pour des raisons d'attractivité, ont rendu le foncier très peu cher. Vraiment. Et parce que leur objectif, c'était pas de gagner de l'argent, c'était d'avoir de l'emploi sur le territoire. Ce qui fait que les entreprises ne se posaient pas la question du foncier. Donc aujourd'hui, va se reposer la question du coût du foncier. Et je pense qu'il est important de se le dire. Et encore une fois, de savoir... Vous voulez dire du coût du foncier dans un contexte de rareté encadré par le ZAN ? Par exemple. Dans ce sens où si le foncier, on considère, comme vous le disiez tout à l'heure, que si le ZAN a été mis en place et qu'on considère que c'est une richesse, que l'on ne peut pas continuer à consommer de la façon dont on la consomme, ça veut dire qu'à un moment donné, il devient rare, il devient cher. Et donc le problème, c'est que les collectivités, elles ont elles-mêmes organisé quelque chose qui consistait à aller vers une consommation de ce foncier-là, puisqu'elles le rendaient facile d'accès pour faire en sorte que l'entreprise ait le moins possible d'impact dans son projet du fait du foncier. Aujourd'hui, la question se pose. Et je reviens sur aujourd'hui, sur des établissements comme ceux-là, qui sont quand même conçus beaucoup pour des raisons pratiques, etc., à l'horizontale. Il va falloir à un moment donné accepter de penser des process à la verticale. Sinon, je ne vois pas comment on peut le faire. Mais de toute façon, le modèle, globalement, il nous pose problème. Je voudrais juste dire quelque chose de différent. C'est que dans tout ce qu'on se dit sur surface, calcul, métrique, etc., et tout, pour moi, il manque quelque chose de fondamental. C'est quand on parle de la nature, elle n'est pas horizontale en surface,
c'est des fonctionnalités de ce qu'on appelle les structures fonctionnelles de l'animal, du végétal, etc. Ça veut dire qu'en fait, ayons conscience les uns les autres que quand, par exemple, on enlève un bouquet d'arbres, il est peut-être pas très important en matière de surface, mais il va être extrêmement lourd et important sur une structure fonctionnelle de l'animal, du végétal, etc. Et ça, c'est une dimension, c'est une 3e, 4e dimension sur laquelle nous ne travaillons pas assez encore aujourd'hui. Voilà. Peut-être. Je précise que sur cette question de la logistique, j'ai pas posé la question à Diego Henry parce que il m'a dit que Vinci Immobilier ne faisait pas de logistique justement. Donc, peut-être juste en écho du coup aux propos de Madame la maire, c'est vrai que c'est pour le coup un sujet politique au sens premier du terme. La question a été d'ailleurs débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat très longuement. Un certain nombre d'écologistes, de députés, en particulier Delphine Batho, souhaitant finalement que le moratoire sur les centres commerciaux, qui pour le coup lui a été voté, soit aussi étendu aux entrepôts. Le discours tenu par Delphine Batho, que je ne soutiens pas forcément, je ne fais que le rapporter en tout cas, étant que finalement il y avait un peu une incohérence à supprimer des centres commerciaux si c'était pour que ça encourage finalement en report de marché le développement des entrepôts, notamment de e-commerce, qui renvoyait à un modèle de société auquel, en tout cas, Madame Batho n'adhère pas. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est, je pense, reconnaître qu'il y a un rationnel dans cette position. Oui. Voilà. En tout cas, le propos des écologistes, en l'occurrence, était celui-là, mais le législateur n'a pas voté en faveur d'une interdiction des entrepôts logistiques, renvoyant plutôt du coup à l'exercice de planification dont j'ai parlé. Ensuite, pour répondre, ou en tout cas pour éclairer le débat de Madame la maire, effectivement, à partir du moment où on est sur une logique de maîtrise de la consommation foncière, le foncier devient plus rare, et ce qui est rare devient plus cher. Après, la question se pose de savoir si on estime que par la force des choses, on paiera le foncier à son juste coût, qui est celui du marché, ou est-ce qu'on doit intervenir pour réguler le marché ? C'est-à-dire que ça renvoie du coup à des réflexions du coup de rang beaucoup plus constitutionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on estime que la puissance publique est légitime à intervenir pour réguler une spéculation foncière qui s'emballerait au motif qu'effectivement on veut plus de sobriété et que ça ne conduise finalement à un emballement des prix du marché. Donc c'est un sujet qui est vraiment débattu. Il y a des outils qui existent, les zones d'aménagement différées, les droits de préemption et les DUP de réserve foncière, des mécanismes de dissociation foncier bâti. Il y a aussi des souhaits de certaines collectivités de pouvoir déroger finalement à des principes constitutionnels de droit de la propriété pour venir beaucoup plus en régulation des prix du foncier. Et ça, c'est peut-être un sujet qui sera effectivement posé. Et enfin, sur la question de la fonctionnalité écologique, ce n'est pas un sujet qui est oublié dans la loi. La loi dit juste que la question de la fonctionnalité écologique s'appréhende certes à des échelles de grands espaces, mais aussi beaucoup, précisément comme vous l'avez dit, à l'échelle du projet. C'est-à-dire qu'en fait, personne dans la communauté scientifique ne peut réellement dire qu'un bouquet de hêtres vaut 3,5 espaces de maïs agricole. En fait, il n'y a pas d'abac comme ça. Or, là, effectivement, on peut critiquer ce que d'aucuns appellent la dictature du chiffre, mais on est néanmoins quand même dans des exercices de planification écologique où il faut donner des grands objectifs qui soient finalement mesurables. Pour qu'ils soient mesurables, il faut qu'ils soient relativement simples. S'ils sont simples, ils sont grossiers, mais ils limitent en tout cas les débats et les risques de contentieux derrière. Ce qui ne veut pas dire que ces grandes trajectoires ne sont pas à nourrir ensuite à l'échelle du projet d'une pensée beaucoup plus fine de fonctionnalité écologique, comme par exemple ça a été fait à l'échelle de Vinci. Voilà. Donc je pense que ces questions de fonctionnalité écologique, tout à fait, effectivement, les zones de pleine terre avec des arbres ou pas des arbres ne vaut pas la même chose dans notre métrique qui effectivement permet ces choses-là. Ce que j'adore avec le débat du ZAN, c'est qu'on va tout de suite très très loin sur vraiment c'est quoi la société, des sujets comme la propriété, là, ça remet en cause vraiment assez profondément les questions. Fondamentalement, ce qu'on dit, c'est la réinternalisation d'externalités négatives. On consommait une ressource naturelle qui a des fonctions importantes, on ne paye pas de prix pour. À partir du moment où on le fait, le prix du foncier monte, comme on le fait par les taxes carbone sur l'essence ou autre.
Marlène Gauger et Gis, justement sur ce que vous venez de dire sur le rôle des collectivités, enfin de la puissance publique sur la structuration en fait du marché foncier au final. Est-ce que c'était pas le rôle normalement qui était dévolu aux stratégies foncières qui devaient être adossées au PLH et maintenant aussi au schéma directeur d'activité, etc. Est-ce que ça va pas venir se substituer? Est-ce que ça va pas venir complexifier? Et aussi quel va être le rôle que va s'attribuer en fait l'État pour justement équilibrer ce qui sera quelque part finalement une lutte entre la force de frappe du privé qui va peut-être avoir plus de capacité financière à faire de la réserve foncière et qui peut-être dictera plus ses règles, et derrière des collectivités qui vont probablement avoir une action d'équilibrage pas toujours très équilibrée entre très ceux qui intéressante veulent, question. voilà. Enfin, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Métropole de Lyon, qui est un très grand territoire, avec son PLHUI, PF, tout ce qu'on veut. Un territoire donc de Lyon, la ville écolo, qui commence à rejeter toutes les activités à l'extérieur et qui explique en fait aux collectivités périphériques quelles seront les zones sacrifiées pour accueillir de l'activité, pour faire la compensation écologique. Donc, question, quel sera le rôle de régulateur en fait de l'État sur ces stratégies qui risquent de créer quelques déséquilibres avec l'aide du ZAN? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, en fait. Donc, je pense qu'il faut sans doute dissocier les interrogations. Bon, tout d'abord, sur la question de la régulation du marché foncier, je pense qu'il y a d'abord une question de la transparence du marché foncier. Et à cet égard, il y a déjà eu des apports très significatifs ces dernières années, puisque il y a un certain nombre de données qui jusqu'à présent n'étaient pas publiques, qui l'ont été rendues publiques à travers Etalab, tout ce qui est effectivement les données fiscales, les fichiers fonciers, ce qui d'ailleurs nourrit aussi des initiatives privées, de start-up qui permettent effectivement de faire des simulations de l'évolution des prix du foncier ou de l'immobilier en fonction des différentes hypothèses d'évolution du territoire. Donc ça, il y a déjà, somme toute, ces données qui ont été considérées comme des données d'intérêt général et qui ont été rendues publiques. Après, pour répondre à votre question, au niveau local, le législateur a bien prévu de muscler les dispositifs d'observation foncière qui étaient adossés au PLH, au programme local de l'habitat. Il les a transformés en observatoires du foncier et de l'habitat. Ces observatoires du foncier et de l'habitat ont vu leur contenu significativement renforcé par la loi et par un Pauline décret. Tout à l'heure dans les slides. Exactement. Et observer. Et donc ce dispositif d'observation, il est rendu obligatoire pour toutes les communes qui doivent se doter d'un PLH, de sorte que finalement le débat démocratique interviendra nécessairement, puisque cet observatoire va nourrir le PLH et va nourrir la discussion sur le plus. Après, sous le contrôle de Mme la maire, il y a effectivement déjà un certain nombre de dispositifs qui sont à la main des élus locaux ou de l'État pour intervenir en régulation. C'est-à-dire que, à travers des mécanismes de constitution de réserves foncières, de droits de préemption en passant par des foncières publiques ou des établissements publics fonciers locaux ou des établissements publics fonciers de l'État, il peut effectivement y avoir des outils. Il y a des outils pour acquérir du foncier en vue notamment, via des logiques de contestation de prix, de refroidir le marché ou de constituer des réserves foncières dans une logique contracyclique en disant qu'on acquiert aujourd'hui ce qui sera utile demain. Donc la stratégie foncière, elle peut complètement se monter en quelque sorte. Voilà. Après, sur les oppositions entre une ville-centre et la périphérie sur la localisation des logements, des activités économiques compensées par tel ou tel territoire, ça, je ne sais pas s'il y a une régulation de l'État, puisqu'en fait, c'est l'exercice même de la planification. Et en général, effectivement, pour répondre à vos propos, dès lors que la planification, elle se fait aux bonnes échelles, et vous savez que l'État a toujours encouragé une échelle plutôt du PLUI, de l'intercommunalité, sous le contrôle et en compatibilité avec le SCOT lui-même, sous le contrôle et en compatibilité du SRADET, il y a quand même des cordes de rappel pour éviter des phénomènes d'éviction. Mais voilà, le sujet est en marche et dès lors qu'il y a des oppositions territoriales avec des stratégies peut-être plus auto-centrées de certaines collectivités, on peut l'observer, mais ma foi, c'est la démocratie territoriale. On va prendre une dernière question parce que je vois que le temps file et puis je voudrais donner encore 1 minute à chacun de nos panélistes pour
leur donner leur note finale, si je puis dire. Alors, deux questions, mais alors hyper courtes, allez-y. Alors, deux. J'ai une question, Anne Frémont, CDC Habitat. J'aimerais qu'on puisse aborder des territoires dont on n'a pas parlé du tout ce soir, mais qu'on a aperçus sur les cartes, c'est les départements d'outre-mer. Je voulais savoir comment cette stratégie allait se décliner au niveau territorial, avec des territoires qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux, qui ont déjà des normes et des contraintes extrêmement fortes. Et donc, j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là. Pardonnez-moi de vous brutaliser un petit peu, mais je voudrais aussi que vous m'en vouliez pas parce que ça se terminerait trop tard. C'est pour ça que j'avais encore une question là. Donc ça, c'était une question plutôt pour Jean-Baptiste, je pense. Et puis la toute dernière question. Bonjour, Grégoire Pavio, Altaria. Par écoulement, la question de l'artificialisation pose celle de la densification. J'aimerais savoir quel rôle aurait à jouer la puissance publique dans l'encadrement de la hausse de ce phénomène. Vaste question. Alors ça, c'est pas une question en 2 minutes, mais ça, densification, ça sera pour Anne Vigneault. C'est vous qui allez vous charger de cette réponse-là, et quand même au final. Allez, la question de la fameuse question de la densité. Comment ça s'encadre? Bon. Alors, sur la question de l'outre-mer. Alors, sur les outre-mer, la loi s'applique bien aussi sur les territoires d'outre-mer. En revanche, sur les territoires d'outre-mer, si le zéro artificialisation nette sera bien à atteindre en 2050, en revanche, à horizon 2031, le législateur a demandé de réduire la consommation d'espace, mais n'a pas fixé le quantum de moins 50%. Notamment, et ça a fait l'objet de débats très très longs, d'abord au Conseil d'État sur le principe de l'égalité territoriale et ensuite au Parlement, surtout au motif que dans les Outre-mer, il y avait en particulier des territoires comme Mayotte et la Guyane qui ont des flux démographiques liés notamment à des migrants et surtout un phénomène d'habitat informel tel qu'une application aussi rapide serait probablement contre-productive, même si dans le même temps, un certain nombre de parlementaires, et pas que les écologistes, ont rappelé que ces mêmes territoires ont d'énormes enjeux écologiques, et notamment de préservation de biodiversité, avec les dernières forêts primaires, les hotspots de biodiversité des lagons de Mayotte, etc. etc. Donc bon, le débat a vraiment été pesé, et de fait, la décision a été de bien appliquer le ZAN comme tout le monde, mais pour le jalon intermédiaire, de ne pas appliquer le moins 50%, et seulement de laisser les territoires faire une proposition. Voilà. Donc, les territoires ultramarins se sont saisis du sujet. Je vous laisse répondre sur la densité désirable. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est la densité désirable, Madame la maire et Madame la présidente du Grand Besançon? Enfin bon. Et Madame l'écologiste aussi. Vous avez trois façons de répondre, si je puis dire, et j'imagine que ça va être cohérent. Eh bien, vous avez raison de parler de l'écologie. Alors, comment dire tout dépend de quelle densification il est question. Si on prend des territoires où la densification est déjà de fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on dédensifie? Est-ce qu'on ouvre des espaces voilà, pour que les gens puissent avoir un certain nombre d'espaces libres, entre guillemets? La densification, c'est aussi de savoir dans quelle mesure on a l'acceptabilité de cette densification. Elle est extrêmement difficile à aborder en fonction de la culture locale aussi, je dois le dire. Et ça, c'est un vrai débat. Franchement, on a vu avec le Covid combien les gens ont besoin d'avoir non seulement un bel appartement aéré, etc., mais aussi d'avoir un espace qui leur permettait d'accéder à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Et je vais reprendre, excusez-moi, l'exemple de Besançon, mais on a 230 hectares. Ne vous excusez pas pour parler de Besançon. Coup, vous êtes là aussi pour ça. C'est une ville qui a comme caractéristique d'être une ville très serrée, donc, et très, très ancienne, dans des matériaux très particuliers, avec des cours intérieurs, etc. Et donc, là, évidemment, on est déjà dans un tissu dense. On a des quartiers aussi avec des très fortes densités, puis après, on a des lotissements, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va densifier? C'est les lotissements. Le problème du lotissement, c'est que quand vous décidez que parce qu'il y a des personnes qui vont décéder, qui vont vendre leurs parcelles,
Vous construisez un collectif, c'est un drame, je vous le dis tout de suite. Hein. Le voisin, pour lui, c'est un drame. Il a cette fois, non pas une tour de 18 étages, hein. Il a un bâtiment de 4, 5, 6 étages. C'est un drame. Il n'a plus de lumière sur son jardin, etc. Donc la question de la densification, elle est extrêmement difficile. Elle doit se travailler pour donner du coup d'autres perspectives, c'est-à-dire que les personnes puissent encore une fois avoir accès à des espaces verts, à des espaces libres avec la problématique. Alors certains disent à 5 minutes, d'autres à 15, enfin, en fonction des fonctions, etc. C'est de ça dont il est question, mais très honnêtement, c'est un vrai casse-tête, la question de la densification. Voilà. Juste pour revenir sur... On ne peut pas lutter contre l'étalement urbain sans penser densification. En même temps, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut le faire, mais il faut offrir des formes urbaines. Et alors là, on fait appel à des architectes innovants, Madame Metra. On regarde comment on peut proposer d'autres formes urbaines pour qu'il y ait ces espaces de respiration dans la façon dont les appartements donnent un point de vue sur le voisin, etc. ou pas, etc. Et que même la densification d'un lotissement ne se traduise pas forcément par un mur de 6 étages qui met tout le monde voilà. Dessous, ouais. Donc la réponse, ça n'est pas une, c'est, vous avez raison, c'est extrêmement complexe. Mais voilà, il faut penser densification, dédensification et multiplication des formes urbaines et innovation, parce que là, on en a besoin. Moi, je ne peux que souscrire aux propos de Madame la maire. Le législateur a souhaité néanmoins se saisir de cette question. Hein, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on peut finalement par la norme aussi conduire à une optimisation de la densité. Et de fait, des dispositions ont été introduites pour permettre des dérogations aux règles de densité dans les PLU, dans certains secteurs, notamment à proximité des gares, pour imposer pour toutes les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale qu'il y ait désormais une étude d'optimisation de la densité. En plus, la loi est pour le coup assez ciselée, puisque c'est une densification, mais qui soit acceptable au regard de la qualité urbaine. Donc en fait, voilà, les deux pendants de l'étude doivent être déposés désormais par les opérateurs d'aménagement, et toutes sortes de dispositions qui aussi peuvent conduire l'élu à fixer des densités minimales dans des zones d'aménagement concerté ou dans des OAP de densification. Donc tout ça a été effectivement, des leviers ont été imaginés pour permettre effectivement d'agir sur la densité. Maintenant, Madame la maire a complètement raison. Dans certains secteurs, au contraire, il faut dédensifier. Et la densité n'est pas un chiffre. La densité est d'abord vécue, donc elle se pense dans une forme urbaine. Il y a des formes urbaines extrêmement denses qui sont très désirables. En tout cas, pour les Parisiens dont nous sommes, Paris en fait partie. En tout cas, très attractif. Et les corollaires de la densité, c'est si on utilise un terme qui est moins négatif, c'est celui aussi de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'un territoire qui est très peu dense, qui est très lâche, finalement, ne génère pas suffisamment de recettes pour financer les équipements publics, pour rendre finalement facile cette accessibilité. Donc ça veut dire un éloignement de l'emploi, des services, des activités qui finalement pèsent aussi sur le cadre de vie et la qualité d'usage pour l'habitant. Qualité et intensité d'usage, parce que derrière la question de la densité, il y a aussi la question du temps, du rapport entre le temps et l'espace. Mais ça, on n'a pas réussi à changer le mot densification par intensification dans la loi. Ça, je pense que ça passait pas. On était au 22e siècle peut-être. On va terminer avec Diego, si tu veux bien, sur cette question, parce que j'imagine que dans les opérations que tu as citées tout à l'heure, dans les opérations que vous réalisez dans le cadre de cette nouvelle stratégie de Vinci Immobilier, il y en a eu beaucoup qui ont dû surmonter des difficultés liées à la perception de la densification. Comment vous traitez ça? Et notamment, ma question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire dans la partie négociation, concertation avec les habitants, les parties prenantes, les voisins, etc. Est-ce que vous investissez sur cette question-là? Alors évidemment qu'on la vit frontalement tous les jours. C'est vraiment la quadrature du cercle Lausanne. Hein. Finalement, on est tous assez consensuellement d'accord sur l'objectif et sur son corollaire qui est la densification, mais personne ne veut ça chez soi. Voilà, donc c'est vraiment cette espèce de contradiction, comme les énergies renouvelables, tout le monde a des énergies renouvelables, mais ailleurs.
du coup, le corollaire dans notre stratégie de ça, c'est évidemment une réflexion sur la façon dont on fait les projets. Et on a remis et fait beaucoup d'efforts pour remettre de la qualité, sur les espaces verts dans nos programmes. Et donc, on a musclé notre prescription sur la biodiversité, etc., etc. Les budgets, tout simplement, du lot espace vert. Et 2, la réflexion, effectivement, sur le logement, la partie extérieure, qui devient fondamentale, effectivement. Voilà. Après, pour rebondir juste, est-ce que toute densité peut être... Enfin, moi, je ne sais pas s'il faut continuer à densifier Paris. Je suis parisien, je suis très attaché à Paris, mais c'est vrai qu'on a un extrême, voilà. Non, mais en revanche, on peut mieux utiliser un certain nombre des éléments du bâti parisien qui sont sous-utilisés, bien qu'on soit dans une des villes les plus denses du monde. Et on fait des opérations de recyclage urbain à Paris, et celles-là, je les revendique. Voilà, mais on ne change pas la densité en faisant ça, quoi, en fait. On réintensifie les usages à densité constante. C'est pour ça qu'il y a peut-être une distinction entre intensité et densité qui est intéressante à ce propos. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que la métrique qu'on a faite, alors, je rebondis sur ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, une métrique, c'est très grossier, etc., mais ça nous donne un proxy pour essayer de comprendre des choses complexes avec une simplicité qui est abordable, même si elle est du coup nécessairement un peu fausse. Mais ça nous permet de voir que certains projets qui peuvent être vécus comme denses, en fait, sont en désartificialisation, en fait, sont très efficaces, qu'il vaut mieux ça plutôt qu'une alternative qui serait de faire une autre forme urbaine, mais qui est en réalité beaucoup moins sobre en termes de foncier, etc. Et donc on redonne un outil quelque part, on aide souvent les collectivités qui sont... Ça, c'est un sujet nouveau, technique, tout le monde n'en est pas au même niveau, et puis les échelles urbaines font que les services d'ingénierie, etc., sont variables. Donc parfois, cette métrique, elle vient aussi aider le débat et restructurer l'échange entre les parties prenantes, que ce soit la mairie, mais les associations, les concitoyens, etc. Donc voilà, entre le changement d'approche un peu de conception et l'utilisation de cet outil en tant que tel, on essaye de retravailler, de trouver le meilleur compromis pour intensifier l'usage de la ville. Merci beaucoup. Écoutez, on va remercier nos 4 panélistes pour ce débat passionnant. Tellement passionnant qu'il nous a fait déborder d'un quart d'heure sur l'horaire qui était prévu, mais j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Merci encore et à bientôt.